Le domaine Jacques Bauer et Fils est situé à Herlisheim. C'est un domaine récent de 14 hectares. Le premier millésime date de 1976. C'est le père de Jérôme qui fut le premier à s'intéresser au vignoble en 1975, pour finalement produire son vin en bouteille l'année suivante. Mais l'histoire du domaine débuta quelques années plus tôt avec le grand-père, un plus réactif qui était cheminot et qui travaillait quelques lots de terre, dont de la vigne. Jérôme s'est installé sur le domaine familial en 1999, puis rejoint par Gilles le frère et Aurélie la sœur. Au travers de cette dégustation, Jérôme souhaitait également faire un clin d'œil à son épouse Virginie, en présentant un vin qu'il avait plus ou moins composé pour elle. Le vin est un assemblage élevé en demi-muit et porte le doux nom d'élixir des sorcières. Pour ce premier vin, c'est le millésime 2017 qui est mis à l'honneur. Donc vin d'assemblage qui est issu de terroir calcaire, hein, qui est né sur la colline de Strahlenberg à Westalten. En fait, c'est une parcelle où il y a plusieurs cépages qui sont pas vraiment en complantation, mais il y a plusieurs lignes avec des cépages différents. Donc, il y a une dominante d'auxerrois. Ensuite, il y a du pinot blanc, du pinot gris et un tout petit peu de pinot noir. Et donc, ce vin-là, il est élevé en demi-muit, donc en fût de chêne de 500 litres pendant 18 mois. Donc, la fermentation alcoolique, elle se fait en inox. Par contre, la fermentation malolactique se fait dans le tonneau, quoi. Et donc, deux raisons d'existence de ce vin. Donc, c'est cette parcelle qu'on ne savait pas vraiment valoriser, hein, puisqu'elle passait bien souvent dans le crément. Et puis je trouvais que c'était un sacrilège d'avoir des terroirs comme ça et de devoir le mettre dans le crément. Et donc on savait pas trop quoi faire avec, et j'ai dit une fois, bah tiens, on va le revendiquer en vin tranquille, on va tout presser en même temps et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Et après, j'ai décidé de ramener un léger boisé parce que justement, ma femme, elle aime bien. Alors, c'est une amoureuse inconditionnelle du Riesling, mais c'est tout, du Riesling et du Pinot Noir. Le reste des vins d'Alsace, elle aime pas plus que ça. Par contre, elle adore les Bourgognes. Et puis, je me suis dit, tiens, petit clin d'œil à la Bourgogne, on va faire un élevage sur bois sur ce vin-là, quoi. C'est un vin que tu proposes depuis longtemps sur cette forme-là? Premier millésime 2016. En réalité, le premier millésime, c'était 2015, où j'ai fait mon essai justement pour voir ce que ça pouvait donner. Donc, par contre, pas avec un élevage sur bois. Et puis finalement, 2015, c'était un millésime très très chaud. Et j'ai compris qu'il y avait un potentiel assez intéressant, mais pour autant, j'ai pas voulu le mettre en bouteille tel quel. Et donc, le premier millésime, c'est vraiment 2016 où j'ai acheté des demi-muits et puis j'ai commencé un petit peu comme ça. Donc le millésime 2016, il était un petit peu trop boisé parce que le bois était neuf. Et puis maintenant, au fil des années, on arrive vraiment à trouver quelque chose de sympa, quoi. C'est toujours une belle couleur jaune doré. Ouais, c'est très intéressant, hein. C'est le pinot noir aussi qui ramène un petit peu, même si c'est en pressurage direct, un petit peu de teinte. Et quand même pas mal de gras aussi, quoi, hein. Donc on s'attend tout de suite à quelque chose de volumineux en bouche, quoi, hein. Le nez, t'es tout de suite attiré, t'as un côté fleur blanche comme ça, un petit peu acacia. Oui. C'est un nez qui se mérite, hein, il y aura un peu sur la retenue. C'est des vins de garde, hein, c'est des vins, il faudra encore attendre 2-3 ans évidemment avant de les boire. Parce que là, t'as encore le côté un petit peu boisé qui est un petit peu trop présent, le côté toasté, grillé comme ça qui est encore omniprésent. Mais c'est quelque chose qui va se fondre avec le vin forcément, avec l'âge, quoi, hein. Donc c'est des vins en principe qui ne sont pas de consommation rapide, quoi, hein. Il faut être patient, quoi. Le problème, c'est que on fait peu de volume, mais du coup, ça sort un petit peu. Ce que j'allais dire, la patience n'est pas de mise dans ces cas-là. Ça sort un petit peu trop vite, quoi, hein. Après, on a un côté aussi un petit peu minéral, hein. On sent déjà la minéralité qui vient des calcaires du Strahlenberg, justement, quoi, hein. Donc, on a décidé de ne pas revendiquer le nom du lieu-dit, de ne pas donner l'information des cépages aux consommateurs non plus, quoi, hein. Donc, il y a juste écrit élixir des sorcières.
Par contre, d'habitude, il y a écrit sec, l'indication de sucrosité, quoi. Maintenant, j'avais plus d'étiquette, donc sur celle-ci, c'est pas écrit. Mais c'est une information qu'on aime donner aux consommateurs aussi, parce qu'ils ont des fois des a priori. Quand il y a écrit élixir, ils se disent, ah, ça va être un produit sucré, quoi. Sucré, ouais, c'est vrai. Alors, en bouche, comme je disais avant, hein, il y a du volume, quoi. Hein, c'est gras. On a l'impression qu'il y a une certaine rondeur. Hein. Bon, ça vient du bois forcément, quoi. Mais c'est un vin qui a moins de 2 grammes, de sucre, quoi. Hein. C'est gras, c'est salivant. On est sur un vin sec, mais gourmand quand même, quoi. Hein. Donc c'est un vin que je conseille souvent sur des apéritifs. Alors sur les huîtres, ça se marie vraiment parfaitement parce qu'il y a un côté justement salin qui est là. Il n'y a pas une structure acide trop importante, quoi. Hein. Bon, ça c'est lié à la dominante auxerrois, Donc c'est un vin sec, mais pas trop viril non plus, quoi. Hein. C'est un vin plus gourmand, quoi. Hein, et donc d'un point de vue aromatique, moi je trouve ça super intéressant, quoi, parce que quand on ferme les yeux et qu'on goûte ça, des fois on se demande, mais finalement, est-ce qu'on est en Alsace ou est-ce qu'on est ailleurs? Ça nous invite à se poser quelques questions, quoi. Hein, alors par contre, quand on connaît le lieu dit où il est né, on a tout de suite un raccord dessus, parce qu'on sent tout de suite que c'est un vin issu d'un terroir calcaire, quoi. Hein, d'où ce côté salin et... C'est vraiment une belle longueur, franchement. Donc c'est un vin que j'apprécie beaucoup. qu'on n'est pas sur le surboisé non plus, quoi. Le boisé, il est très très bien dosé. C'est vrai que ça mérite encore de prendre un petit peu de bouteille pendant 2-3 ans. Je pense que ouais, d'ici 2-3 ans, tout ça se sera patiné, parce que pour l'instant, on sent encore un petit peu le côté feu follet, quoi. Forcément, il est en pleine jeunesse, ouais. Ça, c'est même pas encore dans l'adolescence, j'ai envie de dire, quoi. Donc voilà, mais on comprend tout de suite qu'il y a un potentiel qui est là. Et j'ai réussi à réconcilier certains consommateurs avec ce vin-là, quoi, hein, qui trouvaient peut-être les Riesling trop vifs, qui trouvaient peut-être le Pinot Blanc un petit peu trop insipide, un petit peu trop mou. Et là, je trouve qu'on a vraiment quelque chose de sympa. C'est à la fois long en bouche, mais pas trop mordant. Mais voilà, quoi. Hein, donc je pense que l'année prochaine, enfin le millésime prochain, je vais me tenter à autre chose encore. J'ai prévu de faire des Pinot Gris en sec. Donc cette année, j'ai vinifié déjà une partie de mes Pinot Gris sec, donc qui titre quand même à plus de 14,5 d'alcool acquis, mais il n'y a pas de côté brûlant, mais faire quand même une malo sur bois aussi en demi-muit pour voir ce que ça peut donner une base Pinot Gris. Et donc Élixir des Sorcières, parce qu'on a un autre vin d'assemblage qui s'appelle la Lune Noire, et parce qu'on a la Tour des Sorcières aussi à Erlisheim, hein, donc c'est un petit village médiéval, et donc sur l'étiquette là, la tour qu'on voit, c'est la Tour des Sorcières, quoi. Donc c'était un petit clin d'œil aussi à mon village et ma commune dans laquelle je suis engagé. Aucun rapport avec ton épouse alors? Si, un rapport avec mon épouse, parce que lorsque j'ai fait ce vin, qu'elle l'a validé, qu'elle m'a dit oui, c'était vraiment ce que j'attendais, et j'aime beaucoup ce vin, elle me dit maintenant il te reste plus qu'à lui trouver un nom, et tu pourrais me faire un petit clin d'œil à ce niveau-là. Donc elle m'a proposé des tonnes de noms, et au bout d'un moment elle m'a proposé l'élixir d'Aphrodite. Je me suis dit, tiens, le côté élixir, c'est sympa, mais Aphrodite, c'est un peu trop pompon, c'est un peu trop... Et j'ai dit, mais non, tiens, on va faire l'élixir des sorcières, parce que finalement, c'est un produit qui est un petit peu en marge de notre tradition alsacienne. On a la Tour des Sorcières, donc voilà. Et puis des fois, t'as un côté un peu enchanteresse. D'abord, je voulais l'appeler l'enchanteresse. Et donc on était, voilà, ou sur la recette des druides, ou sur machin, puis on est arrivé sur l'élixir des sorcières. Donc il y a un clin d'œil à ma femme, à ma commune, et puis à l'originalité du vin. Impeccable. Comme beaucoup de vignerons, ce fut difficile pour Jérôme de faire un choix pour ne garder que 3 vins. Le
Le deuxième vin était une évidence. En effet, le Riesling est le cépage préféré de Jérôme. C'est donc tout naturellement que Jérôme nous propose de découvrir un Riesling Grand Cru Zinckopfle 2016. Donc là, on est sur un Riesling Grand Cru Zinckopfle 2016. Alors, on exploite sur le Grand Cru Zinckopfle depuis les années 90 à peu près. Et on avait du Muscat, on a du Pinot Gris, on a du Gewürz et on n'avait jamais de Riesling. Et beaucoup me disaient, un Riesling sur le Zinckopfle, ça ne réussira pas, c'est un terroir trop solaire, trop chaud. Puis que cela ne tienne, en 2016, début 2007 de l'année 2016, une parcelle de Riesling était à vendre sur le Grand Cru où j'étais voisin. Et j'ai dit, ah bah super, ça fait des années que je rêve de planter du Riesling sur le Zinckopfle, je vais enfin pouvoir me forger ma propre expérience de savoir si c'est un terroir à Riesling ou pas. Entre-temps, j'avais déjà goûté pas mal de vins du Zinckopfle, notamment du Muret ou d'autres, évidemment, sur le cépage Riesling, et qui m'avait convaincu que c'était un grand terroir à Riesling, quoi. Donc là, on est sur des Muschelkalk, sur des coteaux très abrupts. C'est des terroirs qui se méritent, qui sont très, très difficiles à travailler. Donc premier millésime sur le Riesling, depuis j'ai sorti le 2017, le 2018 et le 2019, j'ai vinifié tous les millésimes qui s'en sont suivis parce que tout simplement c'est aussi un vin qui mérite d'avoir un petit peu de garde avant de le mettre en marché. Pour mon premier coup d'essai, je trouve que c'est plutôt pas mal. Le millésime s'y portait bien aussi, 2016. C'était vraiment des beaux raisins qu'on a pu vendanger assez tardivement dans la saison, mais sans avoir de maturité extrême, quoi. Je crois même que vous avez œuvré à la vendange de ces raisins-là. C'est la parcelle où on avait été vendangé. Tout à fait, tout à fait, ouais. Tout à fait. Donc voilà un petit peu pour l'histoire. Donc premier Riesling Grand Cru Zinckopfle qu'on a pu vinifier sur quand même des vignes assez vieilles, puisque la parcelle elle a une quarantaine d'années, quoi. Donc là sur l'arôme, forcément c'est un petit peu plus pâle, ce qui est tout à fait normal venant d'un Riesling. C'est quand même déjà un peu jaune. Donc par contre on a vraiment un gras qui est assez impressionnant, quoi. On a vraiment un côté glycérol qui est assez important. Donc c'est un vin qui n'a pas été vendangé, comme je l'ai dit, il a été vendangé tardivement, mais quand même avec un équilibre. C'est un vin qui doit faire 12,8 en alcool. Et donc, bang, au nez, on est tout de suite sur... on sait tout de suite où on est, quoi, j'ai envie de dire. On a ce côté minéral, on a déjà un côté un peu pierre à fusil, comme ça, très marqué par le calcaire. On n'est vraiment pas sur le côté variétal du Riesling, quoi. On est sur un côté beaucoup plus grillé, pierreux, c'est pierre à fusil, ouais. Et c'est vraiment des arômes que moi j'adore dans le Riesling, quoi. C'est quelque chose que je recherche, quoi. Ça donne envie, il y a une appétence, déjà t'es au nez, t'as envie vraiment d'y aller, et puis comme ça, tu te dis, ça y est, ça va être bon, quoi. On reste sur un vin sec, salivant, vraiment un côté très très salivant. On n'a pas une impression de forte vivacité sur ce vin-là. Alors on a moins de 2 grammes de sucre résiduel également. Par contre, en termes d'acidité, on a un pH qui est en dessous de 3, quoi. Pour du Zinckopfle, c'est pas mal, quoi. Donc, c'est un raisin qui était mûr, qui avait une belle trame acide, mais qui a été complètement digéré, quoi, assimilé par le vin, quoi. Et là, on a une longueur vraiment super intéressante. Ça reste vraiment en bouche. Ce côté salivant, même iodé un petit peu, qui est plutôt typique du Riesling, quoi. Et cette minéralité, quoi, qui est présente, quoi, qui est intéressante. Enfin, il a un volume en bouche qui est assez extraordinaire, quoi.
pour moi, c'est vraiment mon vin référence. Je trouve, alors on est toujours critique avec nos vins, quoi. Hein. Donc moi, je lui trouve encore quelques défauts, évidemment, quoi, que je vous dirai pas aujourd'hui. Mais très sincèrement, c'est un vin dont je suis, dont j'en tire une fierté assez importante. Ouais, si tous les Riesling étaient comme ça, mais je pense qu'en Alsace, on performerait. Quoi. Le Tinkofflet, c'est un peu le joyau de la couronne chez vous, je pense. Chez nous, je ne sais pas dire parce que c'est loin de chez moi. Hein, le Grand Cru Tinkofflet, il a une vingtaine de kilomètres. Je parle dans la gamme. Ah, sur la gamme des vins Boer, oui, c'est le joyau. Ce que j'avais pas dit, effectivement, c'est qu'on exploite 3 grands crus. Donc le Grand Cru Hatchbourg, le Grand Cru Steingrübler et le Tinkofflet. Mais sur les 3 grands crus, évidemment, le plus prestigieux, ça reste le Tinkofflet, qui a un énorme terroir à Gewürz, hein, qui sort des Gewürz avec une finesse aromatique vraiment impressionnante, quoi. Hein. Mais ça reste aussi un grand terroir pour les vins secs, hein, et notamment pour le Riesling, quoi, parce que enfin, ça y est, moi, tous les détracteurs du Tinkofflet qui me disent on ne sera jamais faire un grand Riesling sur le Tinkofflet, je leur dis que c'est faux, quoi. Hein. Est-ce que tu penses que c'est aussi dû à l'exposition de la parcelle? Parce que je crois me rappeler qu'elle est légèrement tournée vers les stades. Ouais, alors j'en ai un peu partout sur le Tinkofflet. Le Tinkofflet, c'est un mamelon, en fait. Ouais, ça, ouais. Donc il y a un côté qui est plein sud et il y a un côté qui regarde plutôt vers le village, ouais, et l'exposition est probablement liée aussi, puisque en termes de maturité, sur ce côté-là, qui reste quand même extrêmement bien exposé, quoi. Hein. Mais je le vois sur les Pinot Gris, parce que j'ai les Pinot Gris juste à côté, et puis j'ai des Pinot Gris qui sont plutôt plein sud. En termes de maturité, il y a un léger, mais vraiment léger décalage. Par contre, en termes de structure de sol, là, t'es vraiment sur du muschelkalk pur, quoi. Alors que sur l'autre côté, ça reste des calcaires. Il y a aussi du muschelkalk, mais c'est pas tout à fait la même structure de sol, quoi. Malgré le fait qu'il y a quand même une homogénéité dans les vins, quoi. Mais mon ambition maintenant, c'est de justement peut-être arracher un petit peu de Pinot Gris un petit peu plus loin pour y planter du Riesling aussi, parce que la problématique du Pinot Gris sur le Tinkofflet, on ramène des vins opulents hyper puissants, qui sont intéressants, mais qui ne répondent plus aujourd'hui au goût des consommateurs, quoi. C'est des vins où il est difficile de garder moins de 20 grammes de sucre résiduel, même quand on les vendange tôt. La problématique du Pinot Gris, c'est quand on les vendange tôt, ils sont pas forcément suffisamment mûrs, et après on a des amertumes assez importantes. Donc moi, je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là, et que le Riesling, il s'y épanouit vraiment d'une très très belle manière, quoi. La preuve. Là, on est vraiment sur un vin de gastronomie, quoi. C'est là-dessus, hein, sur des fruits de mer, sur des poissons, c'est vraiment génial, quoi. C'est l'éclate. Hein. Puis moi, j'aime bien le boire comme ça aussi, quoi, parce que en simple vin de copain, c'est juste parfait. Alors certains trouvent ça un petit peu trop viril pour le consommer comme ça, mais moi, comme dit, j'aime bien les vins francs, les vins nets, les vins saillants, et puis. Vous l'aurez compris, l'histoire du domaine n'est pas très ancienne et ne permet pas de jouir d'une antériorité comme certains grands domaines alsaciens. Mais alors, est-ce un avantage ou un inconvénient commercial? C'est un peu plus compliqué, certes. Alors aujourd'hui, le consommateur n'est plus forcément à la recherche du côté très traditionnel, et au contraire sur un ton un petit peu plus moderne, quoi. Hein. Donc c'est ça qui nous a permis, nous, de nous implanter, de créer une clientèle, et puis d'avancer sur ce point-là, quoi. Hein. On n'avait pas forcément le même regard que d'autres ont, parce que justement il y a des traditions qui perdurent depuis plusieurs siècles. Nous, les traditions, on est en train de les écrire aujourd'hui, quoi. Donc c'est ça qui change, et ça peut être un point négatif comme ça peut être un point très positif, quoi. Donc s'il fallait être méchant, finalement tu t'adresses pas aux buveurs d'étiquettes, quoi. Ah, absolument, chez nous on s'adresse pas du tout aux buveurs d'étiquettes, mais aux buveurs de vin. Le troisième vin est un hommage aux 10 dernières années d'efforts du vignoble alsacien pour faire de grands pinots noirs. Un cépage que Jérôme aime bien mettre en avant.
Ce dernier vin est certes une présentation, mais surtout une déclaration d'amour au Pinot Noir alsacien. Jérôme nous présente son Pinot Noir barrique 2016. Le dernier vin que j'ai souhaité vous présenter, c'est un Pinot Noir. Donc on élabore plusieurs Pinot Noirs chez nous. Ça va du Pinot Noir rosé en passant par le Pinot Noir traditionnel et en terminant sur le Pinot Noir barrique. Donc moi j'ai acquéri une certaine expérience dans la vinification des Pinot Noirs puisque j'ai travaillé 6 mois en Bourgogne et notamment pendant les vendanges à Centenay quoi. Où j'ai pu justement apprendre pas mal de choses. Depuis que je suis installé, j'ai vraiment ramené ce côté spécifique sur l'exploitation, que ce soit d'un point de vue culturel, vinification, sur le Pinot Noir, un soin particulier sur le Pinot Noir. Et aujourd'hui, en Alsace, on performe vraiment, enfin, on trouve tous les ans des Pinot Noirs de mieux en mieux, de plus en plus précis, de plus en plus pointus. Et je trouve qu'on communique pas suffisamment là-dessus. Alors c'est sûr, le Pinot Noir, c'est 10% des surfaces alsaciennes, une grosse majorité passe dans l'élaboration du crément. Donc c'est vraiment un volume à la marge de ce qu'on fait, mais je trouve que c'est quand même important d'en parler. Et nous, en termes d'évolution commerciale, on constate qu'il y a une réelle dynamique sur le Pinot Noir aujourd'hui, quoi. C'est un vin qui répond vraiment au goût du consommateur parce que il se détourne un peu des vins trop alcooleux, trop durs, trop opulents. Il préfère aller sur des vins beaucoup plus fins, avec quand même une trame acide intéressante, pas forcément sur la surextraction tannique. Enfin voilà. J'ai souhaité vous présenter un millésime 2016 parce que c'est facile de présenter un millésime 2015, c'est facile de présenter un millésime 2017 sur des années chaudes. Donc moi j'aime bien prouver que des grands pinots noirs, on n'en fait pas que les très grandes années à pinot noir, quoi. Et 2016, on a réussi à sortir des très beaux pinots noirs. Alors l'année n'était pas spécialement difficile, mais c'était une année un peu plus froide par rapport à 2015 et 2017. Il y a 20 ans en arrière, on travaillait le pinot noir comme on travaillait le pinot blanc ou le pinot gris, quoi. Donc on n'y apportait pas de soins particuliers. On plantait le pinot noir, pas forcément non plus dans les bons endroits. Aujourd'hui, on sait qu'il y a 2 grands types de terroirs qui sont formidables pour le pinot noir, c'est les calcaires et c'est les granites, qui vont avoir vraiment une différence assez fondamentale dans les vins, quoi. Mais c'est 2 grands terroirs à pinot noir. Il y a 20 ans aussi, des pinots noirs, il n'y en avait pas beaucoup et la vigne était relativement jeune. Donc aujourd'hui, on a des parcelles de pinot noir qui ont 40, 50, 60 ans, qui sont en pleine fleur de l'âge, qui sont beaucoup moins productives, qui sont beaucoup mieux régulées. Donc ça fait que on arrive à faire des grands pinots noirs, et en termes de respect et du végétal, de la culture et tout le reste aussi, on a fait pour sortir un grand pinot noir aujourd'hui, c'est pas non plus un claquement de doigts, quoi. Je veux dire, il faut quand même avoir une précision au niveau de la vigne, au niveau de l'ébourgeonnage, au niveau de la vendange verte aussi au bout d'un moment, au niveau de l'état sanitaire aussi, puisqu'il y a certaines années qui sont quand même un petit peu plus compliqué, quoi. Donc voilà, mais on a des vignes qui sont d'un âge plus intéressant pour produire des vins de qualité. On a su planter sur les terroirs qui apprécient particulièrement le pinot noir, et après même si les détracteurs le disent, le réchauffement climatique n'y est pas innocent non plus, soyons clairs, mais voilà, il y a des efforts qui ont été faits, qui sont encore faits, et puis il y a une vingtaine d'années, de l'élevage sur de la barrique ou sur de la demi-mue, c'était quelque chose qui était extrêmement rare. Il y en a certains qui le faisaient, mais ils étaient regardés un petit peu d'un drôle d'œil. Le pinot noir, c'était un vin, on appelait ça même Schillerwein des fois, c'était un vin avec une certaine brillance, mais à peine clairet, quoi. Donc aujourd'hui, je trouve qu'on a énormément évolué, sans pour autant aller dans l'exagération. Parce que le pinot noir,
là où il faut se méfier, c'est la surextraction, quoi. C'est pas comme certains cépages où on cherche vraiment à avoir une couleur très foncée, très soutenue. Faut surtout pas faire ça sur le pinot noir. Le pinot noir, il doit quand même garder une trame aromatique assez importante, quoi. Et un côté fruité, quoi. Donc il faut surtout pas vouloir le faire macérer trop longtemps non plus. Donc la clé de la réussite, c'est une vendange mûre. Donc là, c'est pareil, on sait être plus patient aussi, hein. On prend plus de risques aussi, hein, mais parce qu'on sait trier un petit peu mieux que ce que les anciens peut-être faisaient à l'époque. Il y a 20 ans en arrière, le pinot noir était pratiquement l'un des premiers cépages qui était vendangé. Mais oui, parce que c'est le cépage le plus fragile, alors qu'aujourd'hui, au contraire, nous, on a plutôt tendance à d'abord vendanger les pinots gris, et puis ensuite, on va chercher les pinots noirs, quoi, hein. Même s'il y a un petit peu de tri à faire, on attend que le pépin soit mûr, qu'il y ait une maturité phénolique et physiologique qui soit présente, quoi. Donc ça, c'est un vin qui est élevé en barrique pendant 1 an à peu près. Il y a globalement un quart de barrique neuve. Tous les ans, on renouvelle un petit peu. Mais c'est pas le boisé qu'on recherche, quoi. C'est vraiment cet échange d'oxydoréduction qui est intéressant, hein. Donc généralement, ça dépend des années aussi, encore une fois. On ne cherche pas une macération trop longue. Donc nous, on aime bien vendanger le raisin alors parfaitement en sein, hein, trier vraiment. Alors les vendangeurs, ils ont horreur de vendanger le pinot noir chez nous parce qu'on est vraiment des policiers, on fait le gendarme derrière chaque vendangeur pour qu'il nous fasse un travail impeccable, quoi. Ouais, donc on pourrait dire ça. Et donc on est très exigeant, mais ça s'explique aussi parce qu'après, quand on les ramène en macération, la première chose que je fais, je les mets au froid, quoi. On descend la température à 4 degrés et on fait une macération à froid pendant 3-4 jours généralement. Tu fais un dégrappage ou pas? Alors, ça dépend des millésimes. 2016, par exemple, a été égrappé, je crois, totalement. 2015, 2017, on met un tiers de vendange entière. Quand les années sont très très mûres, quand la rafle est vraiment parfaite, on met jusqu'à un tiers de vendange entière, quoi. Donc pas de sulfitage. On met au froid pendant 3-4 jours. Et dès que ça remonte en température, on levure pour que ça parte en fermentation, quoi. Généralement, une fermentation entre 10 et 15 jours, vraiment grand maximum 15 jours, on n'est jamais allé au-delà. Et après, ça dépend aussi des millésimes, mais un remontage par jour, des fois 2 suivant l'année, et un délestage ou 2 suivant les millésimes aussi, quoi. Donc ça, c'est un vin où il y a eu 2 délestages qui ont été faits. Donc après, ils sont décuvés et puis pressés, donc on attend que la lisse dépose pour les soutirer et c'est directement entonné en barrique où il va faire sa fermentation malolactique, quoi, en barrique. Et donc là, il part pour combien de temps? 1 an. Généralement, on a un turnover d'1 an, hein, parce que au mois d'août, ils arrivent jusqu'au mois d'août-septembre, quelques jours avant la vendange, où on refait de la place pour la vendange à venir, quoi, hein. Donc comme dit, on ne cherche pas un côté trop boisé, on ne cherche pas un côté surextrait, on cherche vraiment un côté fruité, quoi. Et là, quand on le met sous le nez, ben, on est sur ce côté fruité, quoi. Enfin, là-dessus, moi, j'ai de la cerise noire, j'ai un côté un peu sureau qui est... Donc, enfin, il faudrait d'abord parler de la couleur, quoi, hein. C'est un vin qui a une belle brillance, qui n'est pas noir, quoi, hein, c'est clair. Hein, voilà, c'est un vin rouge, pas avec un rouge très, très, très soutenu, mais bon, c'est pas grave, quoi, hein. Beaucoup de gens de régions de grands vins rouges comme Bordeaux, quand ils viennent chez moi et qu'ils me disent c'est la prétention de faire du vin rouge, je leur dis toujours oui, c'est du vin rouge, mais pas comme à Bordeaux, quoi. C'est pas du vin noir, c'est du vin rouge. Ce qui change fondamentalement les choses. Et puis aujourd'hui, ce qu'on remarque aussi dans les Bourgognes, c'est que en termes de teinte, ils cherchent pas une couleur trop appuyée, quoi. Ils cherchent aussi un équilibre intéressant, quoi, hein. Et ce nez, il est formidable, hein, parce qu'on a vraiment un côté très fruité, quoi. Enfin, on est vraiment un côté cerise noire, un côté sureau. Et en fond, ce côté un petit peu toasté qu'a pu ramener la barrique, quoi. Donc sur la barrique, ce qui est aussi intéressant, c'est
à côté Moka aussi. Ouais. C'est le bois qu'on va utiliser, quoi. Alors ça, j'ai tout essayé maintenant, je crois. Je peux vous assurer que le meilleur chêne, ça restera le chêne français, puisque j'ai essayé du chêne hongrois, j'ai essayé du chêne américain, mais ça vaut pas le chêne français. Et plutôt sur du chêne de l'Allier. J'ai essayé du chêne des Vosges aussi, mais c'est un grain beaucoup moins fin, donc ça va être un peu moins intéressant. L'Allier est sur une chauffe vraiment très légère, quoi, pour pas avoir un côté trop toasté, quoi. Enfin, il y a une certaine appétence hein, sur ce vin quand tu le renifles, hein, il y a un intérêt aussi qui se déclenche et tu te dis punaise, ouais, c'est pas du jus de planche, c'est pas un vin rouge costaud, et là en bouche, on est bien. Il y a des tanins vraiment très fins, il y a une longueur de bouche qui est là, mais par contre il y a une rondeur. C'est pareil, c'est pas un vin qui est trop tranchant, qui tranche dans le vif, quoi. Hein. C'est un vin qui est facile à appréhender, qui est facile à goûter. C'est mûr, il n'y a pas d'astringence, il y a des tanins très fins, très souples. Il y a vraiment une bonne tenue en bouche, quoi. Hein. Alors, c'est des vins, des fois, je le dis aussi, quoi, hein, où on n'a pas besoin d'être quelqu'un de chevronné pour pouvoir le comprendre, quoi. C'est un vin beaucoup plus facile à comprendre que le Riesling qu'on a eu tout à l'heure, quoi. C'est un vin qui a une buvabilité extraordinaire, quoi. Hein. C'est un vin simple, qui n'a pas de prétention particulière, où il y a vraiment ce côté sympathique, quoi. Hein. Alors à Bar, comme ça, c'est pas là où il est le meilleur, effectivement, quoi, hein, c'est sûr, quoi, mais ça n'empêche que ça reste un vin qui devrait être accompagné, quoi. Hein, nous à la maison, quand on fait des belles soirées tarte flambée avec tous les copains, quand on reçoit des copains de l'intérieur de la France, comme on dit par chez nous, on fait toujours une soirée tarte flambée, on a un super four, ma femme elle fait la pâte maison et tout, et puis on l'accompagne toujours avec ce pinot noir, et ça crée toujours des émotions intéressantes. Et puis j'ai des copains bourguignons qui me disent souvent, punaise, en Alsace, on a intérêt à se mettre un coup de pied au cul, parce qu'en Alsace vous commencez à nous coller avec la qualité de vos pinots noirs, quoi. Donc c'est un vin que j'aime bien mettre en avant aussi, quoi, hein, qui est une production infime par rapport au volume qu'on produit, mais sur lequel on n'a pas à rougir non plus, et je crois que le Pinot Noir a un bel avenir en Alsace. En parlant d'avenir pour les Pinot Noirs, on peut faire le parallèle avec les futurs grands crus qui vont sortir en Pinot Noir. Tout à fait, ouais. Qui prouvent aussi l'excellence des Pinot Noirs alsaciens. Tout à fait, oui. Donc on a 3 grands crus qui, je l'espère, seront bientôt reconnus pour pouvoir produire des vins rouges. Donc c'est le Forbourg de Rouffach, le Grand Cru Hengst de Winsenheim et puis le Kirchberg de Bar. Alors, des sols un petit peu différents, quoi. Mais on constate vraiment qu'on arrive à faire des pinots noirs qui sont incroyables. Et là, je pense qu'effectivement, les Bourguignons ont du mouvement à se faire par rapport à ces vins-là, parce qu'en plus, les vignerons qui cultivent ces pinots noirs, ils ont fait le pari de produire du pinot noir en grand cru. Donc déjà, un cépage qui n'est pas autorisé pour faire du grand cru, ça veut dire qu'ils ont fait l'effort d'accepter de ne pas pouvoir produire de grand cru sur ces vignes-là. Et qui s'occupent de la vigne d'une manière magistrale, et qui sortent des vins mais de haute couture, quoi. Hein, c'est clair, net et précis, quoi. Et ça montre vraiment qu'il y a une dynamique forte sur le Pinot Noir, quoi. Et je trouve que ça va être une très belle reconnaissance pour ces 3 premiers grands crus, hein, parce que j'espère que c'est un commencement et pas une fin, parce que plein d'autres maintenant ont envie de se lancer là-dedans, et donc après il faut avoir une exigence qualitative super importante, quoi. Mais je suis assez content que ce projet arrive enfin à son terme, puisque le Forbourg, ça fait 20 ans déjà qu'il a fait sa première demande de reconnaissance en grand cru Pinot Noir, et on y arrive enfin. On arrive au bout du tunnel tout doucement. On y arrive enfin. En tout cas, merci pour cette belle découverte. Il n'y a pas de quoi, avec plaisir.